Let's go. C'est marrant que ça soit l'inverse. Ouais, de ouf. Enfin, moi, ça me fait pas rire. C'est pas marrant pour moi. Je comprends que c'est marrant pour toi. Tu verras, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui a. Ah ouais, Public. t'es sûr? Ouais. Il n'y a plus de caméra non plus. Ouais, c'est horrible, hein. C'est gênant. Ouais. Mais ça va le faire. Pourquoi tu cours de partout? Ouais, je cours de partout. Parce que j'ai dormi pendant longtemps. J'ai dormi très longtemps, trop longtemps. Donc, aujourd'hui, je cours de partout parce que j'en ai la capacité, j'en ai la possibilité, j'en ai la santé. Et je sais que ce sera pas illimité. Donc maintenant, c'est l'énergie du moment. Donc je suis dans ça. C'est fatigant. C'est épuisant. Ça tire à la longue. Là, ça commence à faire un petit paquet d'années que je cours. Mais j'aime ça. J'aime ça aussi. J'ai conscience que si certains d'entre nous, on se connecte pas à cette capacité à courir, alors c'est comme si on fuyait en quelque sorte nos responsabilités, on refusait de les assumer, de les embrasser. Voilà, pourquoi je cours autant. Et après quoi tu cours? Alors, après, je sais pas. Après quoi? Mais je cours au devant de quelque chose. Je cours pas après quelque chose, mais je cours au devant de quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose me court après, te court après, nous court après. C'est la mort. Même je serais tenté de dire que elle court pas, elle vous attend. Elle vous attend simplement la mort. Donc c'est quoi faire du temps qui nous est imparti avant que ce rendez-vous avec la mort ait lieu. C'est un peu ça l'état d'esprit. Il y a plusieurs directions. Il y en a qui prennent pour faire des études, d'autres qui prennent ça pour gouverner. Qu'est-ce qui te pousse à aider autant? Le premier mot qui me vient en tête, c'est l'amour. L'amour, c'est la seule chose qui pousse, en tout cas me pousse à aider autant. Je pars du principe que si on a été créé, c'est que dans cet acte de création à l'origine, il y a eu énormément d'amour, que toute personne mérite d'être aimée, que toute personne est en réalité baignée dans un amour infini. Et pour honorer cet amour qu'il y a en chacun de nous, l'une des manières de le faire, c'est en étant le plus utile. Pour soi avant toute chose, mais pour l'autre également. Donc être utile, c'est un acte d'amour initié par l'amour. L'utilité. Effectivement, d'être utile. C'est le sens le plus profond, le plus impactant, le plus transcendantal que j'associe à ce que je peux être ou faire. Et c'est ce dont j'ai été témoin en allant à la rencontre
des Maasai, en allant à la rencontre de la tribu Afar, en allant dans l'Atlas marocain, en allant visiter les Touaregs. C'est le point commun entre tous ces gens-là. L'amour, en même temps l'utilité. Ça donne quoi? Ça donne un élan. L'amour et l'utilité, ça donne un élan, ça donne un mouvement, ça donne une dynamique inarrêtable. On peut pas l'arrêter. Amour plus utile, ça donne ces fameuses scènes de films où tu vois des héros qui sont prêts à donner leur vie pour une cause qui les dépasse. L'amour et l'utilité, ça permet de transcender le soi, aller vers quelque chose de plus grand comme ça. Toi qui as parcouru les déserts, les montagnes, les cœurs, les tribus, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ce que je voudrais retenir, c'est rien, justement. Ce que je voudrais retenir de tout ça, c'est rien. Ok. Qu'est-ce que tu retiens là? Ce que je retiens aujourd'hui, là, au moment où tu me poses la question, c'est beaucoup de souffrance et de douleur. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, quelques semaines, je t'aurais peut-être pas répondu la même chose. Tu me la reposeras dans quelques temps, je te répondrai pas la même chose. Là maintenant, ce que je retiens, c'est beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. C'est fatigant. 8 ans à rencontrer des gens et à connecter comme jamais peut-être tu connecteras avec tes proches, tes amis, ta famille. C'est vivre des expériences extraordinaires avec des gens. En fait, c'est comme vivre plein de petites morts. Par exemple, en présence des Maasai, j'avais conscience que cette expérience a été éphémère. Donc chaque moment passé avec eux était important. Chaque rencontre, chaque regard, chaque repas partagé, tout était important. Et tout était important parce qu'il y avait la conscience de l'arrivée prochaine d'une fin de tout ça. Et quand cette fin arrive, c'est la mort du moment, c'est la mort d'une partie de soi. On ne sait pas que ce serait aussi dur à gérer. Pourtant, il y a, comment il s'appelle, tu sais, celui qui... Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, dans le cadre de son émission Rendez-vous en terre inconnue, il disait que l'une des raisons pour lesquelles il avait choisi d'arrêter cette émission, c'était parce que la séparation, c'était trop violent. T'es là, tu connectes avec des gens et tu les reverras plus. Je me suis rendu compte que cette émission était dévastatrice. J'entendais mes invités, souvent les artistes, dire au moment des adieux à quel point c'était cruel. C'est pour ça que j'aimerais rien retenir de toutes ces rencontres. Mais aujourd'hui, je suis humain, je suis vulnérable, je suis fragile. Et si je suis honnête avec moi, c'est quelque chose dont je souffre, ouais. En fait, dernièrement, je me suis rendu compte que le fait d'être empathique, à l'écoute, sensible, c'était peut-être pas
ni des qualités, ni un don, ni tout ça. Dernièrement, je l'ai regardé vraiment comme un système de protection. En fait, t'es pas empathique parce que t'as bon cœur. T'es empathique parce que quand t'étais enfant, t'as été dans une situation où on t'a mis en mode survie. T'es pas empathique parce que t'as une intelligence émotionnelle qui te permet de comprendre les autres plus facilement. T'es empathique parce que t'as grandi avec un ou des parents qui étaient tellement instables émotionnellement, tellement imprévisibles dans leur comportement, que constamment t'as dû développer des sens pour essayer de t'adapter à eux. Pendant longtemps, j'ai estimé que c'était une fierté d'être considéré comme un enfant sage, calme et facile à vivre. Comparativement, j'ai un grand frère, il a 2 ans de plus que moi, lui il n'était pas ça. Donc moi on n'arrêtait pas de dire oui, Najib, il était gentil, il était facile à vivre, il était calme, il était souriant. Bah oui, en fait il était en train de survivre. C'est pas qu'il était gentil, c'est qu'il était en train de s'adapter. Donc quand tu commences à intégrer cette manière de fonctionner, que t'en fais ton métier, aujourd'hui je pratique les psychothérapies, donc en vrai je suis constamment en train d'essayer de comprendre, d'écouter, d'analyser, d'interpréter, essayer d'entendre ce que la personne me dit et ce qu'elle ne dit pas, de ressentir. Donc c'est comme si ce système de sécurité, il était constamment activé. Ramener une image toute simple, est-ce qu'on pourrait vivre, nous, tous les jours, avec l'alarme incendie qui tourne dans la pièce? Est-ce qu'on pourrait, nous, vivre dans une pièce là où la sécurité incendie, là, elle déclenche l'eau et tout le temps, il y a de l'eau? À la langue, c'est fatigant. À la langue, c'est épuisant. Il est où le bouton pour éteindre l'alarme incendie? Le bouton, il a un nom. Et ce nom, il s'écrit en 3 lettres. C'est non. Non! Non! On veut pas! Le bouton pour éteindre tout ça, c'est non. N-O-N. Non, je t'aiderai pas cette fois-ci. Non, j'ai pas à te sauver. Non, c'est pas parce que je ne te sauve pas que je ne t'aime pas. Non, je te mettrai pas en priorité cette fois-ci. Non, plus maintenant. Ça, c'est le nouveau Najib. C'est peut-être pas le nouveau, mais c'est le dernier apprentissage que le nouveau Najib a dû faire. Mais il a toujours été là, ce nom. La sécurité incendie, l'alarme incendie, elle est toujours là. C'est juste qu'on fait attention à elle que quand elle s'enclenche. Mais si tu regardes, elle est là avant même que tu aménages dans l'appartement. Quelle image ont les gens de toi? La première réponse qui m'est venue, c'est faudrait leur demander. Je pense que certains ils se disent parce que comme je partage ma vie sur les réseaux sociaux, une partie,
Certains pensent me connaître. Je leur souhaite de se connaître eux, d'abord. Il y a d'autres qui voient que je fais de l'humanitaire, que je participe à des actions solidaires à l'international, donc il y a des gens, ils pensent que moi je suis au service. Et souvent c'est des gens qui pensent être sensibles ou empathiques, qui se disent bah attends, lui il aide, donc il va m'aider. C'est normal. Des fois je reçois des messages de gens et ils se rendent pas compte. Ils vont me dire oui, j'ai besoin de ton aide. J'ai envie juste de les inviter, de les encourager à imaginer si toutes les personnes qui pouvaient suivre ce que je proposais sur les réseaux sociaux m'envoyaient un message, Najib, j'ai besoin d'aide. À quel moment est-ce que moi je vis? Donc il y a ce sentiment, je sais que certaines personnes peuvent me voir peut-être comme quelqu'un de disponible et qui va foncer, mais non, c'est pas moi. Il y a des combats, il faut accepter de pas les mener, c'est pas les tiens. Tu disais que tu voulais ralentir. C'est pour laisser la place à plus de quoi? Plus de rien. Plus de rien. Là, je suis vraiment dans une phase de ma vie où je remets en question énormément les modèles qui ont pu m'inspirer. Et si tu prends le temps de regarder chacun des modèles qui nous inspirent le plus, tu te rends compte que chacun de ces modèles, il a été brisé à l'origine, il a été brisé au départ. Et c'est une blessure qui l'a poussé à agir. On regarde Wim, par exemple. Lui, ce qui l'a amené à prendre des bains glacés, c'est la perte, dans des conditions terribles et tragiques, de son épouse. C'est ça qui l'a mis en mouvement. C'est ça qui l'a mis en action. Tu regardes David Goggins. Le gars, il est fracassé de l'intérieur. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'homme le plus résistant du monde. Parce qu'il est fracassé à l'intérieur. C'est entendre et comprendre que on n'atteindra pas le niveau de ces gens-là, même en s'infligeant les mêmes douleurs, même en s'infligeant les mêmes souffrances. C'est entendre et comprendre que toute personne qui en réalité est en quête soit de notoriété ou d'un sommet, peu importe ce qu'on cherche à atteindre, si tu cherches à atteindre cette chose-là, c'est qu'il y a une problématique à l'origine. Il y a un problème. Tu recherches la validation, tu recherches l'affection, tu recherches à être entouré, tu recherches tout ça. Moi, Humanage, c'est parti d'une blessure. Quand j'ai commencé Humanage, j'étais au moment le plus bas de ma vie, l'un des moments. Il y en a eu beaucoup. Ils sont cool, ils sont cool. À ce moment-là, moi, je me sentais seul, je me sentais perdu. Je ne savais pas qui j'étais. Je savais pas ce que je voulais faire. Il y avait que des je ne sais pas. C'est que les je ne sais pas qui peuvent amener quelqu'un à savoir. C'est une somme de je ne sais pas. Et donc, j'en ai oublié la question. Je ne sais plus quelle est la question.
Si demain, tu devais te retrouver devant Dieu, ce serait quoi que tu lui dirais? Par rapport à ta vie. Alors, c'est délicat la question parce que je suis de confession musulmane, mais je vais te partager une anecdote en lien avec la rencontre d'un homme chrétien que j'ai faite dans une rue. Je suis obligé de passer par là avant de répondre à cette question. Donc un jour, je retourne chez moi et je passe devant une église, sauf qu'il y avait un homme qui marchait devant moi. Quand il passe devant cette église, il se retourne vers la porte d'entrée et il pose un genou à terre avant de reprendre sa route. Donc je vais le voir, je suis normalement ultra timide, ultra introverti. J'ai dû faire ça très très rarement dans ma vie. Je crois que c'est la seule fois où je l'ai fait. Je lui ai dit, excusez-moi monsieur, bonjour, bonjour. Je viens de voir que vous êtes prosterné devant la porte de l'entrée, ça représente quoi pour vous? Et là il commence à m'expliquer devant quoi, devant qui il s'est prosterné. Et on commence à parler. Et je lui dis, je crois que je lui ai posé une question similaire à ce que tu viens de me dire. Et là, il a regardé comme ça derrière lui, derrière nous. Et il dit, mais il n'y a pas deux personnes qui ne discutent sans que le troisième d'entre eux soit notre créateur. Sous-entendu, donc Dieu, il est toujours avec nous. Donc là, c'est délicat parce que tu me poses une question, sachant que dans mon référentiel, Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Donc il n'y a pas Fabien quelque part, ici, et Dieu là-haut, ou plus loin. Il n'y a pas Najib ici, et Dieu dans son coin. Dans mon référentiel de croyance, Dieu, il est plus proche que notre propre veine jugulaire. La veine jugulaire, elle est entre la tête et le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aller-retour entre tes pensées et tes émotions sans qu'elles ne soient l'objet du filtre du divin. Donc si je l'avais en face de moi maintenant, si j'étais en face de Dieu, admettons qu'il n'est pas déjà présent. Je pense que la première chose que je lui dirais, c'est je lui demanderai pardon. Mais pas pardon en mode auto-flagellation, culpabilité, lourdeur et tout ça. Je lui dirais pardon parce qu'en fait je sais. J'ai conscience que tu m'as tout donné. J'ai conscience que j'avais tout devant moi. Et j'ai pas été assez à l'écoute. J'ai pas été assez présent à ce que tu m'as offert. Pardonne-moi d'avoir été absent à moi-même. Pardonne-moi d'avoir été absent à toi, mais pardonne-moi d'avoir été absent à moi-même. Ensuite, je lui dirais merci. Peu importe ce que tu décides pour moi, tu m'as accordé la vie, ça va. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. J'ai pas besoin du paradis. Et j'ai pas besoin de l'enfer.
Mais si ta satisfaction elle passe par le fait de m'amener en enfer, parce que ça va te satisfaire, ça me va, je suis satisfait avec. C'est la prochaine épreuve. On accepte. Le paradis, c'est cool. Mais c'est pas des fins en soi. S'il me disait, hé, tu repars pour la terre, je dirais, à ton service, on y retourne. T'as pas d'enfant, il me semble. Mhm. Non. Si t'en avais un, Mhm. avant de mourir, qu'est-ce que tu lui dirais? Hmm. Je lui mettrai une claque. Commence à nous faire chier, hein. Je lui mettrai une claque. Et après, je lui ferai un bisou sur le front. Je lui mettrai pas une claque. Faut que tout ça, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Toute la vie, il continue de cheminer, tu vois. Jamais ils se disent, ouais, c'est bon, mon père, il m'a dit ça. Non. Je veux qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Tu vois, pourquoi, là? Ouais. Incroyable. Bah, merci beaucoup, Najib. Merci à toi, Fabien. C'était un plaisir. Merci à toi, Lago. Merci à vous.